Martinique, vous êtes très attaché aussi à ces valeurs de solidarité familiale, de solidarité intergénérationnelle. Donc je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup à vous apporter au niveau de l'éthique, dès lors que vous prenez en compte ce qu'est votre culture ou vos cultures, quelle est votre tradition, vos traditions et les valeurs qui nous rapprochent les uns des autres. Retour en images sur la semaine martiniquaise d'éthique de la santé et des soins. Deux experts de l'Hexagone et de la Martinique ont animé cette semaine. Cet événement avait pour ambition d'apporter une information et une formation à différents publics dans le nord, dans le sud et au centre de la Martinique. Les ateliers ont permis aux professionnels de se former et de s'informer. En sachant qu'il est hémiplégique, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qui est mis en avant chez les collègues infirmières qui se prononcent en faveur de la poursuite des traitements et pour celles aussi qui sont en faveur de soins palliatifs. La souffrance des parents et je suppose aussi la souffrance de l'équipe aussi qui prend en charge cet enfant. C'est une proposition de projet de soins. Tous les acteurs devraient avoir le même niveau d'information, autant les parents que les professionnels. Depuis quelques années, nous nous disons que par rapport à votre argument, c'est une sorte d'égalité d'accès aux informations et à la discussion, il nous semble de plus en plus pertinent de réfléchir et peut-être même de passer à l'acte de l'invitation des parents au staff. Je pense que souvent, on peut aussi renoncer à des choses parce qu'on a accepté de les entreprendre. Et que parfois, la décision inaugurale, initiale de ne pas entreprendre des soins, moi je le vois bien en oncologie, hein, c'est compliqué quand même de ne rien faire, si on peut dire ça comme ça, immédiatement, à un moment de vie, un moment de très jeunes parents. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour, savoir un petit peu quel est le positionnement de chacun face à une telle situation? Excusez-moi, mais je pense que la dialyse est un problème relativement urgent, compte tenu, relativement urgent, on ne peut pas se permettre du temps pour prendre cette décision. Oui, le compte, vous le posez un staff, enfin la présence des parents. Alors, je ne suis pas convaincue que la présence des parents soit une bonne chose en prise dans le staff éthique, parce que déjà c'est un truc qui vient l'associer à la décision médicale. Donc, moi je pense qu'il faut respecter une certaine distance, que le parent reste le parent. Parce qu'il y a une ambivalence aussi chez les parents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont être très dans allez-y, faites tout ce que vous pouvez, et le lendemain, ils vont vous dire arrêtez, c'est trop, il souffre. Donc le parent lui-même, il a un cheminement à faire par rapport à la pathologie de l'enfant, qui varie d'une période à une autre en fonction de comment l'enfant est devenu. Je dis non, c'était pas la bonne décision. Et au niveau de la culpabilité, moi je pense que c'est pas forcément sa place. Sa place, c'est l'éducation de son enfant tout en ayant les éléments, un discours clair, un discours éclairé, mais pas en présence dans le staff. Parce qu'au moment du staff, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas du même avis, et les parents, lui, il sera perdu et complètement le paumé. Et moi, je pense que c'est pas forcément nous-mêmes aussi nous aider à prendre une décision objective, parce que la subjectivité va toujours faire qu'on va vouloir faire plaisir, mais ne pas forcément parler librement parce que les parents sont mal. Alors, effectivement, on ne dit pas les mêmes choses dans un staff où il y a ça je vais bien témoigner pour réaliser en plus les termes, et donc il faut se mettre aussi au niveau des parents. Les informations qu'on va donner qui connaissent de mieux en mieux les termes, hein, plus on va adapter le discours. C'est pas qu'on va leur donner moins d'informations ou leur cacher des informations,
Mais on va leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir et ce qu'ils vont comprendre, sans leur donner trop d'éléments qui vont... Je comprends bien votre souci de les protéger. Je peux vous rapporter les situations où ils ont été associés. Ils ont été associés à un staff éthique qui, effectivement, à Montréal, à Sainte-Justine, dans un contexte de judiciarisation d'une situation où les parents n'étaient pas d'accord avec ce que l'équipe semblait prendre comme décision. Et nous avons discuté ensemble avec l'équipe de comment faire. J'ai suggéré d'inviter les parents à un staff éthique. Et alors effectivement, moi je n'étais pas dans ce staff, mais après l'équipe m'a parlé du fait que les parents ne voulaient plus faire un procès. Mais ce n'est pas uniquement pour ça qu'il fallait entrer dans cette démarche. Ça n'est pas le seul bénéfice d'avoir osé mettre cela en place. L'équipe reconnaissait ne pas savoir parler comme d'habitude, ne pas s'être parlé les uns les autres entre professionnels comme ils le font habituellement, avoir pris un peu plus le temps de décrire effectivement les choses, dire aux parents, nous ne sommes pas d'accord, est-ce que ça vous gêne qu'on vous dise nos désaccords? Mais pas du tout, parce que nous aussi, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Et donc, au contraire, ils ont vu comment ça discutait, et là, les arguments étaient développés, mais effectivement, la recherche du consensus n'était pas le premier objectif. Et ils ont été, ils ont beaucoup remercié d'avoir pu participer, et ils ont dit, mais nous avions besoin de savoir tout le souci que vous mettez à discuter ces situations. Nous avions besoin de connaître les arguments que vous avancez, le pour et le contre. En fait, on était là dans ce qu'on appelle un exercice dialogique qui est absolument essentiel en éthique, sans rechercher le consensus, mais en admettant la controverse. Et c'est en fait quelque chose qui s'est si bien terminé que cette équipe continue maintenant à associer les parents au staff. L'avancée a été importante pour tous. Ce qui est impressionnant pour nous dans l'éthique professionnelle, c'est que c'est une éthique incarnée, c'est une éthique engagée, c'est une éthique parfois de la résistance, puisque les professionnels, les militants associatifs défendent au quotidien les valeurs les plus importantes de notre République, celle de l'égalité, celle de la fraternité, celle de la justice, celle en tous les cas qui nous permettent de participer d'une société avec des solidarités fortes, avec un sens du vivre ensemble. Vous voyez ? Voici quelques témoignages des personnes participant à l'atelier formation à l'éthique pour soigner les personnes malades de maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, les MATA. J'ai choisi cet atelier parce que nous sommes dans un SSR gériatrique avec des patients qui ont des pathologies avec des démences et des troubles du comportement, pour savoir la prise en charge. Meilleure prise en charge des personnes. En fait, moi, je viens chercher surtout des attitudes parce qu'on a des patients de plus en plus agités et c'est toujours très difficile en fait de ne pas répondre aussi par l'agressivité, nous. Donc moi, je viens chercher des petites pistes. Donc nous, on a des patients de tout âge, jeunes et très âgés. On a un site d'autodialyse, mais qui dit autodialyse, ça veut dire autonomie dans les gestes qu'ils ont à faire. Mais malheureusement, on se retrouve, quand ils sont des chroniques, ils se dégradent au fur et à mesure. Donc il y en a beaucoup qui ont des troubles du comportement. Donc moi, je ne sais pas des fois comment réagir avec eux. Parce qu'un jour, il y en a un qui me dit « mais comment tu t'appelles ?» Le lendemain « bonjour Régine, tu vas bien ?» Donc des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc, premier point important, l'éthique, c'est le quotidien. C'est quelquefois quelque chose de très banal, mais de très important. Comment on accueille une personne quand elle arrive à l'hôpital, comment on va chez cette personne quand elle est au domicile, comment on lui témoigne du respect, de la considération, mais c'est également, encore une fois, des valeurs qui doivent être partagées au sein d'une équipe. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'équipe, c'est-à-dire l'éthique pour moi c'est quelque chose de très évident, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la politesse, de l'attention et d'une culture que l'on affirme à travers des actes forts, d'autant plus essentiels
pour une personne qui, face à la maladie, éprouvée par la maladie, a besoin de repères, a besoin de considération, a besoin d'avoir le sentiment d'exister, d'appartenir, d'être reconnu. Voilà, à mon avis, ce qui est important. Donc, et ce dont on se rend compte, pour qu'il y ait rendez-vous avec l'éthique pour des professionnels, je crois qu'il faut d'abord qu'ils soient extrêmement compétents. Et on le dit souvent dans nos approches de l'éthique, il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique. Donc les questions éthiques tiennent pour beaucoup à la qualité d'abord du professionnalisme des intervenants, aux relations interindividuelles qu'ils nourrissent au sein des équipes, qu'ils développent, notamment le respect dans une équipe de l'autre, la capacité de l'écouter, la capacité de le soutenir quand il est en difficulté, le management aussi des institutions, puisqu'on voit que de plus en plus les règles sont contraignantes en termes de gestion, mais également en termes de procédures, de protocoles, et qu'un professionnel qui vit l'éthique doit aussi vivre une capacité de réflexion personnelle, une capacité d'autonomie, bref, prendre le temps de la pause éthique, c'est-à-dire ne pas être tout le temps dans un activisme qui est quelquefois, j'allais dire, peu compatible avec une réflexion qui prenne en compte la vie de l'autre, également la position, puisqu'on parle beaucoup de démocratie sanitaire, de la personne malade, dans ses préférences, dans ses choix, dans sa capacité d'anticiper des situations ou des décisions, y compris lorsque, à un moment donné, les décisions toucheront aux conditions de la fin de vie. Et qu'on vient chercher soit des recettes, soit des... Donc là, c'est pas des recettes, mais en fait, on va avoir une situation de questionnement et peut-être... On a choisi deux cas pratiques en fait. C'est une brochure de France Alzheimer Europe qui nous a interpellés parce qu'elle est extrêmement bien faite. Vous la trouverez sur le site de Médéric Alzheimer, très certainement sur le nôtre espace-éthique.org. Et vous verrez, elle vous donnera quand même, parce qu'elle est plus complète, qu'on ne pourra pas en parler pendant 1h30, elle est très complète. Et les cas sont extrêmement analysés et ça vous donnera des réponses et très certainement des façons aussi de prendre des décisions ou de tout simplement faire des choix. Parce que ce n'est pas uniquement que des décisions, c'est un choix. Ce dont vous parlez, la façon dont on parle à un patient Alzheimer qui un jour vous reconnaît, un autre jour vous ne reconnaît pas. Et donc les deux situations qu'on a choisies sont des situations qui sont assez emblématiques de questionnement et de la façon dont on peut se poser des questions au moment où le problème se pose. Voilà. Donc on a décortiqué la façon dont on peut se poser la question au moment où le problème se pose. C'est ça? Donc oui, très bien. Donc là, vous avez un premier cas donc, qui est là, que vous allez voir ensemble. Donc avec ce que vous savez, votre manière donc, de décortiquer, vous avez juste un petit cadre. Un petit cadre. Vous avez toujours... qu'est-ce que vous faites en tant que professionnel? Est-ce que vous avez des doutes sur donc, la décision? Qu'est-ce qui vous a affecté dans la décision? L'objectif de cet atelier est de créer une habitude de la délibération et de la réflexion et d'amener des personnels d'établissements différents à travailler ensemble et aussi donc à ce qu'ils intègrent les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et leurs proches donc aux réflexions et aux délibérations. Vous voyez d'emblée que quand j'aborde d'une manière un peu générale les questions d'éthique, je les fais, et tout particulièrement aujourd'hui, dans le contexte incertain qu'on vit, tant au plan national qu'au plan international, je le fais du point de vue des valeurs. Et nos médiateurs, celles et ceux qui s'exprimeront à travers ces journées sur des sujets très très précis de l'éthique, certes, ils aborderont d'une manière très concrète les thématiques qui ont été souhaitées pour le programme, mais ils vous feront, je pense, passer un message. C'est d'abord une conviction, c'est qu'aborder les questions d'éthique, c'est parler de la vie de chacun, mais plus particulièrement de la vie des personnes en situation de vulnérabilité face à la maladie, mais aussi face à une certaine forme d'isolement social, d'incommunicabilité, d'incommunication. C'est donc penser au lien social, aux valeurs que nous partageons. Puis, d'autre part, évoquer les questions d'éthique, c'est essayer de comprendre où se situent nos responsabilités, à la fois nos responsabilités individuelles, mais nos responsabilités au niveau d'une cité qui doit démontrer concrètement les valeurs qu'elle pose et les valeurs qu'elle défend, voire les valeurs
qui lui permettent parfois de résister face à la barbarie. C'est en tous les cas le sentiment qu'on a. Le lieu du soin est un lieu exceptionnel, le lieu de l'accompagnement est un lieu exceptionnel. C'est un lieu où on déploie des valeurs, mais aussi des bonnes pratiques qui permettent à des personnes en situation de vulnérabilité d'exister encore parmi nous et quelquefois de retrouver le goût à l'existence. Et aussi au fait que depuis quelques jours, puisque depuis janvier 2017, ce documentaire est sur YouTube. Et donc vous pouvez tout à fait revoir et conseiller le visionnage de ce documentaire. Et donc tout ce chemin-là d'ouverture vers un public beaucoup plus large, je crois, et dans ce mouvement sociétal que j'observe tout à fait, du fait que peuvent se rencontrer des préoccupations de soignants vers plus de transparence à l'égard de la société et de la part de la société un certain nombre d'attentes qui rejoignent celles des professionnels, de pouvoir effectivement réfléchir ensemble, même à ce qui est difficile. Je voulais revenir sur des éléments qui m'ont particulièrement interpellé, revenir sur l'erreur. Comment cette erreur peut être acceptée? Quel impact que cette erreur peut avoir au niveau de la conscience? Et notamment l'erreur et la confiance, parce que... Pour 1000 jours d'hospitalisation. Donc tous les 1000 jours d'hospitalisation, 6 erreurs graves. Donc la fréquence, la prévalence de ces erreurs, elle est connue. Les zones, elles sont connues. Malgré cela, elles surviennent, malgré tous les efforts. On va revenir sur les mesures à prendre pour pouvoir les éviter. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Athanase, adjoint au maire de la commune de Saint-Esprit. Et trouve le risque et éviter les erreurs. Comment faire? Je veux entrer dans la notion de formation. Une formation poussée pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur. Donc il faut quand même, vous voyez, il y a peut-être deux choses où il faut éviter. Tout le monde ne meurt pas d'une erreur de la médecine, mais on meurt quand même parce qu'on est mortel. Et deuxièmement, tout le monde ne meurt pas parce qu'il y a une faute médicale. Le programme, il a été réalisé, il a été composé en tenant compte de ce que sont vos attachements, de ce que sont aussi vos enjeux au niveau régional. Et encore une fois, merci à Eliane d'avoir été aussi déterminante dans la programmation de ces journées. Mais j'observe que l'éthique, c'est pas uniquement aborder les questions exceptionnelles. Très souvent, quand on aborde les questions d'éthique, on dit on va parler des grandes questions, des graves questions, alors soit des questions de bioéthique, soit des questions extrêmes limites, le début de la vie, la fin de la vie. En fin de compte que nous, on a appris à travers les années à l'espace éthique, quand on a développé une culture de l'éthique hospitalière et du soin, de l'hospitalité et de l'attitude soignante, du souci de l'autre, ce qu'on a compris, c'est que l'éthique, c'est d'abord l'éthique au quotidien. Et puis le deuxième point, par rapport à l'éthique, une fois qu'on a abordé, et ça va être le cas à travers vos échanges, l'éthique au quotidien, c'est avoir la capacité d'anticiper des situations. C'est-à-dire le parcours dans la maladie est de plus en plus un parcours au long cours, complexe. Les évolutions biomédicales permettent que des maladies aiguës aujourd'hui deviennent chroniques. Et on le voit dans des maladies neuroévolutives. C'est sur un long terme qu'il va falloir accompagner la personne dans des maladies comme les maladies neurodégénératives, neuroévolutives. On voit que l'aggravation est progressive. Il y a des stades où les choses se stabilisent et puis il y a des moments de rupture. Tout ça doit être abordé dans une concertation franche, loyale avec la personne, avec ses proches, et avec une capacité de responsabiliser l'autre, de reconnaître ce qu'il souhaite, c'est-à-dire de ne pas être dans une attitude qui serait une attitude arbitraire. On dit souvent d'ailleurs en matière d'éthique que l'arbitrage est très important, plutôt que l'arbitraire. Donc il faut savoir être dans une relation, et un des mots importants qui, à mon avis, sera repris dans vos journées, une relation de confiance. Une relation de responsabilité partagée, une relation d'écoute, une relation de compréhension, parfois de compassion, bref, que quelque chose se noue qui permette aux uns aux autres, la personne malade, ses proches et les professionnels, qu'ils soient dans le sanitaire et dans le médico-social, d'être dans une relation qui se construit réciproquement
et qui permettra, lorsqu'on sera dans des situations difficiles, de prendre la décision la plus justifiée. Et vous verrez, j'imagine que Vianney Mourmont vous en parlera, comme Véronique Lefebvre-Desnouettes. La décision, qui est un enjeu important d'un point de vue éthique, est un processus. Elle se construit, elle se bâtit, elle s'élabore, et il faut être dans la minutie de cette construction. L'éthique, c'est une dynamique. Il n'y a rien de systématique en matière d'éthique. Il y a un questionnement, il y a des réponses qu'on doit apporter concrètement quand on est soignant, mais ce n'est pas des protocoles, ce n'est pas des procédures, l'éthique. Alors que dans les techniques, dans les pratiques professionnelles, vous avez effectivement à prendre en compte des bonnes procédures, des bonnes pratiques extrêmement rigoureuses pour parvenir aux meilleurs soins et à la plus grande justesse dans vos décisions. L'éthique, c'est aussi un champ de responsabilité individuelle partagée avec l'autre. Et tout ça, à mon avis, sera évoqué dans le cadre de ces journées. Puis le troisième point que je voulais véritablement aborder avec vous en termes de conclusion, vivez ces moments de rencontre comme une chance. C'est heureux de pouvoir consacrer du temps à penser à soi dans ses responsabilités et à penser à la valeur, à la signification d'une responsabilité exceptionnelle que l'on assume quand on est professionnel dans le sanitaire ou le médico-social ou quand on est investi de missions dans le cadre d'associations. Vous pratiquez les unes et les autres un métier qui est un métier rare. C'est un métier qui, pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas je l'espère, a été choisi par vocation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas engagé dans n'importe quel type d'action. Vous faites de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie dans sa globalité, un acte fort, un acte signifiant qui pose et qui porte les plus fortes valeurs d'humanité. C'est-à-dire, si ce que vous faites, vous ne le faites pas, ou ne le faisiez pas, ou ne le faites pas avec assez de justesse, beaucoup de ce que représente notre humanité, notre solidarité, notre sollicitude, bref, les valeurs les plus fortes d'une civilisation seraient entamées. Donc vous avez une responsabilité extraordinairement lourde à assumer, et je pense que la cité devrait être davantage reconnaissant de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et peut-être que ces journées d'éthique vous permettront de mieux saisir en quoi ce que vous faites est exceptionnel et en quoi vous devez être exceptionnel dans ce que vous faites pour le faire bien ou pour le faire le mieux possible. Et très souvent, en tant que responsable de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurologiques dégénératives, je vais avec l'équipe sur le terrain à la rencontre des professionnels dans leurs établissements, au domicile. Et j'observe, et ça finalement, ça m'intrigue qu'un certain nombre de professionnels n'osent plus dire aujourd'hui à leurs proches qu'ils interviennent auprès de personnes âgées ou de personnes handicapées ou dans des situations difficiles, tant la société n'a pas envie de savoir, de comprendre, de connaître ces situations qui remettent en cause une certaine idée de la dignité humaine qui est de plus en plus façonnée selon des normes de performance, d'efficacité, qui sont incompatibles avec la prise en compte des personnes fragiles ou vulnérables. Et vous voyez, j'évoquais la notion de résistance. Là aussi, votre éthique professionnelle, votre éthique personnelle doit vous permettre de résister face à une menace de barbarie. C'est cette déconsidération à l'encontre ou à l'égard de la personne qui, dans le parcours de la maladie, perd en capacité cognitive, perd en capacité décisionnelle, perd même en capacité d'avoir une certaine forme de place dans la société parce que trop âgé, parce que trop malade, parce que trop handicapé. J'espère, à travers cette approche, vous faire comprendre à quel point votre rôle, votre fonction, votre mission, votre parole, votre engagement nous sont infiniment précieux dans une société. Notre société est riche de la diversité de ceux qui la constituent. Et j'aurais du mal à accepter que demain on rejette, comme on a tendance à le faire, les personnes parce que vulnérables dans la maladie ou parce que économiquement dépendantes ou trop coûteuses par rapport à notre système de financement de la solidarité à travers les questions de santé. Voilà mes messages du début. La rencontre avec les étudiants en soins infirmiers, paramédicaux et en médecine a permis un dialogue autour de l'éthique
des situations concrètes et difficiles qui nécessitent justement la réflexion. Et je suis impressionné de voir que l'éthique du professionnel, c'est une éthique très simple, c'est une éthique qui incarne aussi cette capacité d'être à l'écoute de personnes qu'on ne connaît pas et qui sont considérées un peu comme les membres de notre famille. Et je sais. J'ai été présenté comme philosophe et souvent j'ai fait de pharmacie, spécialiste de pharmacologie. J'ai eu l'occasion de suivre un grand débat en France et de vivre, d'expérimenter l'introduction de l'anthropologie médicale avec le professeur Matarasso à la faculté de médecine de Bobigny. Je travaille, un de mes champs de recherche porte sur l'articulation médecine, philosophie, médecine, religion. Bien, dans tout ce qui a été donc dit, je souscris complètement à cela et ces représentations qui sont propres à chaque société. Nous avons la chance, nous autres, dans la culture qui est la nôtre, d'être au croisement de cultures occidentales, africaines, asiatiques, ai-je dit tout à l'heure, donc ce qui est intéressant et interpelle énormément certains penseurs. Je renvoie ne serait-ce que vos travaux à la pensée d'Édouard Glissant. Tous les deux pour ces interventions qui nous ouvrent à une nouvelle perspective qui me semble n'avait pas encore été abordée cette semaine, qui est celle finalement de la prise en compte de la pluralité des représentations du monde, la pluralité des valeurs, la pluralité des systèmes de pensée et finalement aussi la pluralité des rationalités pour justement la pertinence du soin, et ça me semble important. Oui, je crois que les soignants sont porteurs de valeurs liées à leur culture, à l'appartenance culturelle, mais pas toujours. Et nous devons toujours sensibiliser finalement à cette autre dimension, ou moins simplement aux représentations que portent les soignés. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé, comment dire, la perception d'une soignante antillaise, je préfère dire antillaise, en Guyane française, face à une patiente, une parturiente, qui venait donc des ethnies marronnes. Et cette femme portait une corde végétale dont elle ne souhaitait pas se séparer. Manifestement, il ne fallait pas qu'elle s'en sépare sous peine d'être, comment dire, possédée ou par des esprits mauvais. Et quand cette soignante antillaise est intervenue, elle a spontanément coupé cette corde végétale, estimant que ça n'avait aucun sens. Et la patiente s'est jetée de sa fenêtre. Enfin, elle s'est jetée. Donc voilà, quelquefois on a du mal. Je me souviens, donc, durant mon cursus d'anthropologie médicale, avec le professeur Matarasso, il y avait l'idée, à la faculté de médecine de Bobigny, c'était l'idée de sensibiliser les soignants, futurs soignants, à ces questions, à ces autres représentations que l'on peut avoir, que l'on peut porter, qui sont, c'est vrai, dans toutes les cultures. Hein. Aller dans la confrontation dans ces différentes médecines, dans ces différentes thérapeutiques, ça ne va pas déboucher sur grand-chose, parce que, ne serait-ce que dans la médecine dite conventionnelle, démontrer l'efficacité, c'est une chose absolument extrêmement difficile, déjà. Alors si on part dans la démonstration de l'efficacité des médecines non conventionnelles, on ne s'en sortira pas. Je crois qu'il faut, plutôt que de parler de confrontation de cette différente façon de voir la médecine, il faut parler, je crois, de médecine complémentaire. Une dimension qui est importante, c'est celle du langage, de la langue, et parce qu'elle nourrit les représentations dans ce va-et-vient. Et dans un pays comme le nôtre où nous sommes bilingues, voire davantage, c'est important que le corps médical, psychologue, médecin et autres, soignants aussi, parfois s'échappent de cette position de soignant que l'on a aussi par une certaine maîtrise de la langue. Et Je voudrais compléter par un témoignage que j'ai particulièrement, qui m'avait un petit peu désarçonné. C'est un enfant qu'on a eu à prendre en charge qui devait être transfusé. Et les parents refusaient absolument la transfusion parce qu'ils étaient dans une religion qui permettait pas, qui n'acceptait pas. Donc, on a fait ce qu'on pouvait très bien le faire, mais sans se poser de questions. Moi, je me pose beaucoup de questions à l'heure actuelle. On a défait les parents de leur autorité parentale en s'adressant au magistrat. Donc, on a transfusé l'enfant. Mais on s'est rendu compte après que cet enfant avait pratiquement été sorti de la communauté, de cette communauté. Donc, de quelque part, on se repose la question sur ce qu'on a fait, ce que nous avons fait. Alors, je me permets de répondre. Alors,
Alors déjà, ce que disait Rudy, il ne s'agit pas d'opposer. Moi, je reste convaincu qu'il ne s'agit vraiment pas d'opposer. Je crois qu'il y a une évolution qui se fait. Il y a une hégémonie culturelle occidentale, on ne peut pas l'ignorer. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. C'est le pays de l'innovation. Il y a des éthiciens qui quittent leur chaire aux universitaires pour être embauchés par les hôpitaux. Ils ne sont pas aumôniers, quelles que soient les confessions. Ils ne sont ni prêtres, ni pasteurs, ni rabbins, n'est-ce pas? Ils ne sont pas non plus soignants, ils ne sont pas médecins, mais ils sont là pour répondre aux préoccupations comme cette dame, préoccupations éthiques, philosophiques, à la fois des soignants et des soignés. Nous ne consacrons pas qu'aux situations exceptionnelles de l'éthique qui justifieraient des commissions, des comités susceptibles d'argumentations extrêmement compliquées. Soyons attentifs au quotidien. Soyons attentifs aux bonnes pratiques professionnelles. Lorsque l'on est juste dans ces pratiques professionnelles, lorsqu'on est dans des approches collégiales, lorsqu'on est dans la communication, dans la discussion, dans l'interrogation, lorsque c'est justifié, il y a très peu de questions dites d'éthique, c'est-à-dire de dilemmes éthiques, de confrontation à des choix difficiles ou douloureux. Donc prenez en considération que l'éthique, c'est vraiment l'immédiate, et qu'il faut avoir cette attention à l'immédiat, à le rendre habitable, à le rendre le plus agréable possible. Vous savez, on ne fait pas d'éthique uniquement avec gravité, on le fait aussi avec plaisir. C'est le bonheur de vivre des situations qui peuvent être délicates, mais qui ont du sens, qui nous permettent d'affirmer ce en quoi on est humain, et qui nous permettent aussi d'éviter de passer du côté de l'inhumanité, c'est-à-dire de l'indifférence, de l'insouciance à l'égard de l'autre. C'est pour ça que très souvent, à l'espace éthique, on dit que le devoir éthique, c'est un devoir de présence, un devoir de non-abandon. Et je pense que beaucoup des intervenants au cours de ces journées vont vous en parler. Voilà pour des généralités. Saisissez donc de mon propos cette volonté d'affirmer que l'engagement éthique est un engagement militant, un engagement citoyen, un engagement politique, et que notre démocratie a besoin à la fois d'une réflexion éthique, mais aussi de gens qui incarnent sur le terrain, quelquefois dans les lieux les plus insoupçonnés de la résistance, et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les établissements qui accueillent des personnes lourdement handicapées, mais également des lieux du soin qui accompagnent au long cours dans la chronicité des personnes avec des maladies qui quelquefois isolent, séparent de la cité. Et